Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, c'est reparti pour un nouveau live. Ça fait un petit moment déjà, 2 semaines je crois, puisque la semaine dernière je donnais des cours en école d'ingénieur, donc on avait dû sauter cette petite session. Donc écoutez, bienvenue sur ce nouveau live. Et je vois qu'il y a déjà pas mal de monde dans le chat. Salut Stéphane Philippard, salut Dadidéo, Anne Vu, Philippe Charrière alias Kigorg qui est déjà là, Gilles Gier, Doi, Ugly, qui a d'autres? J'ai vu pas mal Loco Pacifico, Fab c'est Fab, Alex Scott, bah, tout le monde bienvenue, j'espère que ça va bien. Eh bien, comme je vous l'ai promis sur les réseaux sociaux, on va parler code aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. On va parler de simulation de la physique. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce qu'il y a quelques jours, j'ai vu passer un tweet qui m'a un petit peu amusé. Parce que peut-être que vous avez observé, si vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a eu une petite trend à un moment donné autour d'un sujet de simulation physique, et je vous affiche ça à l'écran. Et c'est ce même qui m'a fait un petit peu rigoler et qui m'a fait réfléchir. La question c'était: Can a robot write code to make a bell bounce inside a spinning hexagon? Et le robot qui répond: Can you? Et donc je me suis posé cette question. Je me suis dit effectivement, est-ce que je serais de nouveau capable d'écrire sans ChatGPT, sans modèle d'IA particulier, d'écrire le code pour simuler la physique d'une balle qui rebondit dans un hexagone, et de façon plus large, de simuler une balle qui rebondit dans n'importe quel polygone en changeant potentiellement un certain nombre de paramètres. Donc j'ai vu cette trend qui est arrivée parce qu'il y a beaucoup de gens, pour tester les modèles de code, les modèles d'IA pour générer du code, utilisent ce prompt: génère-moi le code d'une balle qui rebondit dans un hexagone en respectant la pesanteur, la friction, et donc et qu'elle puisse rebondir de façon réaliste. Globalement, si vous donnez ça à votre modèle, certains modèles vont vous sortir des résultats qui sont plutôt assez intéressants, certains qui vont même marcher très bien du premier coup. J'ai testé le cas avec GPT Mini là pour le code. Ça m'a sorti un code qui fonctionnait globalement bien. J'ai trouvé que c'était plutôt assez intéressant. Il y a d'autres modèles de code qui s'en sortent moins bien. Et mais bon, là n'est pas tellement la question. L'objet de ce test, c'était de voir est-ce que j'étais capable de réécrire, de réécrire ce type de code. Et la réponse est évidemment, bien évidemment, oui, parce que c'est quand même quelque chose qui est très simple. En tout cas, pour cet exercice, évidemment, la simulation de la physique telle qu'on le fait dans les jeux vidéo, c'est un domaine à part entière, hein. Dans les jeux vidéo, sachez que il y a beaucoup de gens dont le seul rôle, le seul métier, c'est de travailler sur le moteur physique, comme il y a des gens dont le seul métier, c'est de travailler sur le moteur de rendu. C'est un métier à part entière, et la simulation de la physique dans un jeu vidéo ou dans un logiciel, ça peut être plus ou moins complexe en fonction des contraintes que l'on va se mettre, des caractéristiques du monde, etc. Donc voilà. Donc là, on part quand même sur une hypothèse qui est très simple. On a un polygone qui va tourner et une balle qu'on va mettre dedans, et on cherche à la faire rebondir à l'intérieur, mais rebondir de façon réaliste, c'est-à-dire en respectant la pesanteur et en respectant la friction. Je vais vous partager ça déjà à l'écran, ce que ça donne pour le programme que j'ai écrit. Et sachez que le programme que j'écris, tout le code que j'écris comme d'habitude, est disponible sur mon GitHub et mon GitLab.com. Le projet s'appelle Bouncing Ball, tout simplement. Donc c'est écrit en C++ avec la lib SDL, une fois n'est pas coutume, ce qui me permet de pouvoir prototyper ça de façon assez rapide, et d'avoir un code, vous verrez, qui est quand même suffisamment modulaire et séparé pour que vous puissiez jouer avec, faire des expérimentations, et pourquoi pas ajouter d'autres objets dans ce monde-là. Donc je vous partage mon écran. Et je vous lance, voilà, je vais vous lancer mon programme, voilà, qui se lance ici, sous vos yeux ébahis. Donc là, on se retrouve, je vais le mettre en plein écran, donc avec un polygone qui tourne. Donc là, ici, c'est un hexagone, avec une balle qui rebondit à l'intérieur, qui est soumise à la pesanteur terrestre, donc 9,81 mètres par seconde au carré, et une petite friction qui permet de ralentir la balle. Alors, ça, c'est un code que j'ai écrit relativement assez rapidement. Après, je me suis dit, est-ce qu'on peut rajouter un petit peu de complexité là-dedans? Et oui, alors on peut changer le nombre de faces du polygone.
Donc par exemple ici un triangle, un carré, un pentagone, etc. On peut aller jusqu'à plusieurs types, enfin plusieurs nombres de faces, j'ai limité à 36, hein, où on se retrouve quasiment avec un cercle. Donc vous voyez que la physique change radicalement la façon dont la balle va réagir, puisque évidemment sur un cercle la balle va plutôt tourner comme ça, de toute façon va rester en bas en tout cas avec la pesanteur. Ici, si on diminue le nombre de faces, évidemment elle va se mettre à rebondir. Alors on peut aussi faire d'autres choses, c'est-à-dire ralentir l'hexagone, ralentir le polygone, ou changer carrément son sens de rotation. Voilà. Donc évidemment, tout ça, ce sont des petites choses que j'ai rajoutées. Bon. Nonobstant tout ça, je me suis dit, bah, ce qui est sympathique aussi, c'est de pouvoir changer la taille du polygone. On peut agrandir avec le mollet de la souris ou diminuer la taille du polygone. De la même manière, on peut agrandir la taille de la balle, vous voyez, ou diminuer la taille de la balle. Alors, j'ai rajouté un certain nombre de commandes. Vous pourrez jouer avec de façon très simple, et même dans votre navigateur, puisque j'en ai fait une version Wasm. Et pour avoir l'aide, il suffit de taper H, et vous avez un overlay qui arrive avec toute l'aide sur ce petit programme sur lequel vous allez pouvoir jouer avec de façon très simple. Voilà. H pour retirer ça, et puis il y a aussi... Il y a toute la partie, vous voyez qu'il y a une texture derrière. J'ai rajouté ça pour que ce soit un petit peu joli, entre guillemets. On peut retirer l'overlay, voilà, pour que ce soit plus simple des fois pour regarder et tester notre programme, etc. Donc il y a plusieurs choses. Q pour quitter ou Escape pour quitter. Voilà. Donc globalement, ce programme, vous voyez, lorsqu'il se lance, il me donne un certain nombre de paramètres qui sont utilisés pour la simulation, le nombre de sommets du polygone, le radius du polygone, l'oméga. Alors oméga, qui est la vitesse angulaire du polygone. Hein, en physique, on a l'habitude d'appeler la vitesse angulaire oméga, et donc c'est exprimé en radians par seconde, évidemment. Il y a la gravité. Alors vous voyez que le polygone lui-même n'est pas soumis à la gravité. Je lui ai mis une gravité de 0. Sachant que dans la simulation, vous pouvez lui attribuer une gravité et le polygone descendra en fonction de sa gravité. Évidemment, donc exprimé en mètres par seconde au carré. Et si j'exprime la gravité en pixels par seconde au carré, en considérant qu'un pixel c'est 1 mm, plus ou moins. Ce qui nous donne quelque part quelque chose d'assez réaliste. Et donc on peut même simuler le phénomène sur la Lune. Dominix.org me dit ça. Et évidemment, si on tape mon programme, il y a une aide en ligne, évidemment. Et vous allez voir que je peux directement passer en ligne de commande le type de polygone, triangle, square, pentagone, etc. Mais aussi la gravité, par exemple, Mercure, Vénus, la Terre, Mars ou la Lune. Et donc on peut simuler directement sur la Lune. Voilà. Voilà comment ça se passe. La Lune dont la gravité fait 1/6 de la gravité terrestre, plus ou moins. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut jouer avec ces différents paramètres. J'en ai fait une version Wasm qui tourne évidemment dans le navigateur que je vous montrerai juste après. Alors, comment ça fonctionne en vrai? Simuler ce genre de phénomène physique, comme je le disais, ça a l'air compliqué quand on ne l'a jamais fait, mais au final, ça se révèle relativement simple puisque ça ne fait appel qu'à des mathématiques, je dirais, niveau seconde, on va dire, plus ou moins. Après, ça dépend... où on est, si effectivement on a fait plutôt des secondes plutôt orientées littéraires, ça va être un petit peu plus compliqué, mais normalement c'est à peu près le programme de niveau seconde. Donc, comment simuler finalement le rebond et la gravité, donc finalement le fait que cette balle puisse rentrer en collision avec les segments du polygone. Donc je prépare un petit, je vais vous montrer. Et on va faire un petit dessin pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc un polygone, donc c'est globalement ces n points qui sont répartis de façon uniforme sur un cercle. Après, mon programme gère des polygones réguliers, donc des carrés, des pentagones, etc. Il est tout à fait capable de gérer des polygones tout à fait irréguliers. Hein. Là, c'est juste pour générer un polygone régulier, c'est beaucoup plus simple, mais on pourrait gérer des polygones tout à fait irréguliers avec des formes tout à fait bizarres. D'ailleurs, peut-être que je rajouterai dans le code la génération aléatoire de polygones irréguliers. Et là, on va partir sur un polygone régulier, ça va être beaucoup plus simple pour vous représenter. Donc, je vais dessiner un polygone très rapidement, ici. Hop, on va faire un carré ici, voilà, de façon très simple. Et on va dessiner notre balle à l'intérieur de ce polygone. Voilà. Donc ici, j'ai une balle, j'ai ce carré.
Et comment je calcule finalement l'intersection de cette balle avec le polygone. Bah, il y a plusieurs façons de faire ça. Pour celles et ceux qui ont fait du ray tracing, donc du lancer de rayons, de l'imagerie de synthèse, vous savez que très souvent, on va utiliser une résolution analytique de cette équation. Le tout, c'est de savoir, est-ce que nous avons, je vais prendre une ligne ici, est-ce qu'on a une ligne qui passe au travers d'un cercle, par exemple, donc qui va couper ce cercle en 2 points. Ici, on va dire le point A et le point B. Ou alors, est-ce qu'on a un segment qui va venir contre le cercle, auquel cas, ici, on a un seul point P d'intersection. Ou on a une ligne qui est totalement en dehors du cercle, donc on a 0 intersection. Donc, si vous résolvez l'équation x carré plus y carré égale r au carré, qui est l'équation d'un cercle, et que vous l'appliquez à l'équation d'une droite, donc ax plus bx plus ax plus by plus c égale 0, vous allez vous retrouver avec un polynôme du second degré, une équation du second degré que vous allez résoudre avec une résolution très classique que l'on voit donc en troisième ou en seconde. Avec le calcul du delta, b carré moins 4ac, si le delta est égal à 0, inférieur à 0 ou supérieur à 0, ça va nous donner finalement, est-ce qu'on a un point, 0 point, 1 point ou 2 points d'intersection. Ici, je fais différemment. Dans mon programme, j'approche, il y a une autre technique qui existe, alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est les deux seuls que je connais. Il y a la technique dite géométrique, qui permet, au travers d'une construction géométrique, donc à mettre en opposé à une construction analytique des choses, qui permet de vérifier est-ce que la sphère, le cercle, est en dehors, finalement, du segment, ne touche pas le segment, ou touche le segment. Pour ça, on va faire quelque chose, on va utiliser donc des formules qui sont très simples. On va utiliser donc le dot product, donc qui va nous permettre donc de déterminer si le centre de la sphère se projette sur la droite. Pour être très clair, je vais noter mes points ici. Ici j'ai le point, je vais prendre déjà hop, un stylo, voilà. Ici j'ai le point A, ici j'ai le point B, voilà. Et je vais noter le point C, le centre de mon cercle. Ce que je vais faire, je vais tirer 2 vecteurs, un vecteur ici vers le point C, et donc j'ai un autre vecteur vers le point B. Jusque-là, c'est très simple. Donc le vecteur, hein, c'est les coordonnées de C moins les coordonnées de A vont me donner un vecteur. Ici, c'est les coordonnées de B moins les coordonnées de A vont me donner le vecteur AB. Donc j'ai AB et AC. Ce que je cherche à faire, c'est de calculer le projeté du point C sur le vecteur de A, ici. Donc, avec, ici, un angle droit. Je vais reprendre mon crayon, zoom, voilà. Ici, je me retrouve un angle droit et je vais noter ce point P. En fait, ce que je vais faire, je vais utiliser le dot product qui va me permettre donc de pouvoir calculer donc AC sur AB AC et AB sur AB au carré, donc qui va me permettre de projeter quelque part le point C en angle droit sur le segment P. Ensuite, je vais obtenir ce point P. Ce point P, ce que je vais faire, je vais venir soustraire les coordonnées du point P au point C pour obtenir finalement le segment CP. Ce segment CP, j'ai juste finalement à calculer le radius, quelque part, de savoir est-ce que la distance de CP, est-ce qu'elle est inférieure à la distance, au radius donc, du cercle. Si cette distance elle est supérieure, ça veut dire que le cercle, quelque part, ne touche pas le segment. Si cette distance est inférieure à égale, ça veut dire que le cercle touche le segment AB, et auquel cas, il va falloir gérer un rebondissement directement, de calculer le rebond du cercle, c'est-à-dire en changeant son vecteur vitesse et en changeant de direction son vecteur vitesse et en additionnant le vecteur angulaire, de vitesse angulaire, du polygone directement à cette balle. Ce qui va nous permettre de pouvoir gérer le rebond et de pouvoir faire ces changements de direction. Donc, comment ça se goupille en vrai, je vais vous montrer dans le code. Je vais poser ma petite tablette ici. Voilà. Et je vais vous montrer ça dans le code. Donc dans le code, j'ai prévu un certain nombre d'objets. Je vais faire un make clean pour nettoyer. Normalement, vous devez bien voir ce qu'il y a à l'écran. Donc, si je regarde
mon répertoire SRC et que j'ouvre mes fichiers src étoile.ch étoile. Voilà. Donc, j'ai un certain nombre de fichiers. J'ai le fichier programme qui gère le mail essentiellement, donc parser la ligne de commande et de lancer, d'instancier l'application graphique. Donc ça, c'est pas super important. Je le ferme. On a un fichier qui gère les variables globales du programme, donc c'est-à-dire les paramètres qui sont passés au programme. Donc la taille de l'application, le nombre de points du polygone, le radius du polygone, la vitesse angulaire du polygone, etc. etc. Donc ça, ce fichier-là, je les ferme, ça n'a pas d'intérêt en tant que tel. Ce que j'ai fait, c'est que comme on a besoin de manipuler des vecteurs et des positions, eh ben, j'ai créé des classes en C++, quelques classes qui vont me permettre de pouvoir manipuler de façon très simple ces vecteurs et ces positions. Donc, j'ai créé une structure qui s'appelle pos2f, donc position de flottant, parce que cette position, elle a deux composantes x et y qui sont des nombres flottants. Comme ça me permet, dans la convention de nommage, d'avoir le type qui est manipulé et le type d'objet. Et vec2f, donc qui est un vecteur avec deux composantes flottantes, x et y, encore une fois. Voilà. Et ensuite, je définis un certain nombre d'opérateurs, déjà sur la position et sur le vecteur, et position et vecteur. Typiquement, une position plus un vecteur, ça me donne une autre position. Une position moins un vecteur, ça me donne une nouvelle position. Je peux multiplier une position par un vecteur, ce qui va me donner finalement un effet d'échelle, ou diviser, qui va me donner aussi un facteur d'échelle. Mais aussi, je peux soustraire deux positions. Je peux soustraire deux positions, et soustraire deux positions, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne un vecteur. Voilà, donc là, c'est juste de la surcharge d'opérateurs en C++, ça se fait aussi dans d'autres langages. Si le langage ne supporte pas la surcharge d'opérateurs, évidemment, on crée des méthodes membres pour ça qui permettent de faire ces calculs. L'avantage, c'est que ça va nous permettre de faciliter nettement l'écriture du code et d'écrire un petit peu le code de simulation de façon relativement mathématique, si j'ose dire. Ensuite, on a les vecteurs. Un vecteur plus un autre vecteur nous donne un nouveau vecteur. Voilà, c'est ce qu'on voit globalement en troisième. Hein. Un vecteur moins un autre vecteur, ça nous donne un autre vecteur. Un vecteur multiplié par un vecteur, eh ben, ça va nous donner aussi une forme de facteur d'échelle, pareil pour la division. Mais j'ai ajouté aussi un certain nombre de comment je dirais, de fonctionnalités, notamment le dot product, dit le produit scalaire. Merci Alain Diou qui me le dit effectivement dans le chat. Excusez-moi, en français on dit produit scalaire. J'ai l'habitude de dire dot product, c'est déformation. Donc le produit scalaire, hein, c'est typiquement, on prend les coordonnées x des deux vecteurs, on les multiplie ensemble, on prend les coordonnées y des deux vecteurs, on les multiplie ensemble, et on additionne le tout, et ça nous donne un scalaire, un nombre. Donc ce scalaire, hein, c'est un nombre qui va être représenté de moins l'infini à plus l'infini, et globalement, si on calcule la projection, comme je vous l'ai montré ici tout à l'heure, quand on calcule la projection du point C sur le segment AB, ça va nous donner, si cette projection, si le cercle est vraiment à la verticale du segment, ça va nous donner un scalaire qui va se retrouver entre 0 et 1. S'il est en dehors, ça veut dire que quelque part, le cercle est en dehors finalement des limites du segment. J'ai une fonction qui permet de normaliser un segment, calculer son module, donc ce qui me permet d'avoir les composants du segment qui est représenté entre 0 et 1, puisque ce vecteur, on va prendre les coordonnées et diviser par la taille du vecteur, très classique. Une fonction pour calculer la perpendiculaire à un vecteur et une fonction pour calculer la réflexion d'un vecteur. Donc quand un vecteur arrive dans un sens, on va calculer sa réflexion pour qu'il reparte dans l'autre sens. C'est globalement ça. Voilà. Donc ça, c'est le fichier géométrie. Donc ça, là-dedans, vous allez trouver toutes les, finalement, les implémentations mathématiques que vous pourrez réimplémenter éventuellement dans votre langage. Ensuite, j'ai le programme, donc j'ai un canevas donc, qui est basé sur SDL2. Donc là, je ne vais pas m'étendre plus dessus. Ce canevas permet donc de créer une fenêtre, de créer un renderer et de pouvoir dessiner dessus et gère les textures underlay et overlay. Tout simplement, je ne vais pas plus que ça m'étendre dessus. C'est pas ça qui est très important, vous regarderez le code comment il est fait. Et mon application Bouncing Ball, qui hérite d'une classe application, qui permet donc d'effectuer la mise à jour de la simulation à intervalles réguliers
et qui permet d'effectuer le rendu une fois que la simulation est effectuée. Et puis j'ai des handlers qui me permettent de récupérer les événements de la SDL. Alors, qui dit simulation physique, ça veut dire quelque chose qui s'étend dans le temps. Donc ça veut dire qu'en fait, vous devez mesurer le temps entre deux simulations. Et ça, c'est extrêmement important, et notamment dans les jeux vidéo. Le plus souvent, beaucoup de jeux vidéo ont un framerate, on va dire, fixé. Typiquement 60 images secondes, 70 images secondes. Souvent, on va essayer de fixer la simulation au framerate du jeu vidéo. Mais rien ne nous empêche d'aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire de générer des simulations qui sont beaucoup plus rapprochées, j'ai envie de dire, mais d'afficher à un rythme de 60 images secondes. Tout ça, ça va dépendre de la puissance de votre machine et de ce que vous souhaitez faire. Typiquement, mon programme, lui, il se synchronise directement sur le V-Sync, donc sur le rafraîchissement vertical de l'écran, ce qui me permet d'obtenir, notamment sur ma machine, un pas de simulation de 1/60e de seconde, globalement, donc 16,67 millisecondes. Donc toutes les 16,67 millisecondes, je dois calculer une image. Donc pour ça, j'ai ma classe application, qui est la classe de base, qui permet donc de, si je vous montre le main, de récupérer le temps courant, de regarder quel était le temps courant à la simulation précédente. Il fait le delta, je vais obtenir un temps en millisecondes. Ce temps en millisecondes, donc de 0 à 1000 millisecondes quelque part, je vais le diviser par 1000 pour obtenir un nombre flottant qui représente la fraction temporelle d'une seconde sur laquelle je vais effectuer ma simulation. Et c'est cette fraction temporelle que je vais passer à mon moteur de simulation en lui disant bah, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il s'est écoulé typiquement 16 millisecondes. Voilà. Et donc c'est ces 16 millisecondes sur lesquelles on va les appliquer sur la simulation. Donc comme je le disais, j'ai ma classe Bounding Ball qui est la classe applicative qui va créer le canevas, le polygone et la balle. Cette balle, on va lui passer les paramètres qu'on lui a, les paramètres ici qu'on a passé au programme. Pareil pour le polygone. Et ensuite, de façon à intervalles réguliers, ça en fait la classe Bouncing Ball, va gérer l'aspect programmatique et donc déléguer les calculs aux objets. Donc à chaque fois qu'on appelle la méthode update, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire polygone, mets-toi à jour et je te passe la fraction de temps qui s'est écoulée depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc le delta time. Typiquement, c'est 0,16 secondes. 0,016 secondes, donc 16 millisecondes, mais ça pourrait être 20 millisecondes si on était à 50 Hz par exemple. Donc là, le programme s'adapte automatiquement en fonction du temps à laquelle est appelée la méthode update. Si votre machine est tout d'un coup très très lente, bah quelque part votre temps entre deux pas de simulation va s'étendre, il va calculer ce pas et le donner à la simulation. Donc au polygone, il dit vas-y mets-toi à jour et voici le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Pareil pour la balle, il lui dit mets-toi à jour et voici le temps depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et ensuite, je vais demander à la balle de calculer la collision avec le polygone. Et maintenant, on va rentrer dans ce qui est le plus important, le fichier object, dans lequel j'ai défini donc un objet abstrait, un objet qui a potentiellement une position, une vélocité. Alors, la vélocité, on pourrait croire que c'est la vitesse, hein. La vélocité, c'est un petit peu différent de la vitesse. La vélocité, c'est une vitesse et une direction. Donc, la vélocité est représentée sous la forme d'un vecteur. Et ça, ce vecteur, après, c'est à vous d'interpréter finalement les unités. Là, ça va être par exemple en pixels par seconde en termes de vitesse. Voilà. Et une direction, évidemment. On a potentiellement un coefficient de friction, qui est aussi un vecteur, puisqu'on peut avoir un coefficient de friction qui peut être différent en X et en Y. Donc ça, je le prends en compte. La gravité, de la même manière. Là, on a une gravité qui est verticale. Je pourrais très bien dire que cette gravité, aussi, elle s'applique plutôt sur le côté. Voilà. Et une couleur, et savoir si l'objet, je l'ai gelé, éventuellement, si je coupe la simulation pendant un certain temps. Donc ça, c'est une classe abstraite. Et ensuite, je vais définir ma classe polygone et ma classe ball, qui vont hériter donc de cet objet et donc qui vont rajouter un certain nombre de propriétés. Par exemple, pour le polygone, ça va être le radius, l'oméga, qui est la vitesse angulaire en radians par seconde, l'angle courant sur lequel le polygone est en train de tourner, quelques accesseurs et mutateurs, et de quoi accéder au point du polygone pour que l'objet ball puisse itérer dessus et faire ses calculs. De la même manière, ball,
lui, il a une méthode update, une méthode render comme l'autre, et il a une méthode collide, ou collide, je ne sais pas comment on dit en anglais, qui permet, à laquelle on va lui passer un polygone, et il va prendre tous les segments du polygone et tester un à un si les segments rentrent en collision avec elles-mêmes. Si on regarde donc l'implémentation de la méthode d'updates pour le polygone, c'est on va mettre à jour donc les points du polygone en fonction de l'angle, mais ce qui est super intéressant là, c'est de dire je vais calculer la vélocité. La vélocité de l'objet va changer au cours du temps. Et globalement, comme on applique dessus la gravité terrestre, par exemple, enfin, ou la gravité du monde dans lequel on est, puisqu'elle peut être terrestre, martienne ou de la Lune, à ce moment-là, la vélocité va augmenter en fonction de la fraction de seconde multipliée par la gravité. Donc, on va augmenter. Et on sait très bien que si on a une accélération constante, voilà, de x mètres par seconde au carré, puisque c'est x mètres par seconde chaque seconde, donc c'est des mètres par seconde au carré. Et là, j'utilise des pixels, donc x pixels par seconde au carré. En fait, l'accélération peut devenir infinie. C'est aussi pour ça qu'on inclut un coefficient de friction, ce coefficient de friction qui va permettre aussi de ralentir. Notamment si vous faites par exemple du saut en parachute, vous avez une vitesse limite qui est aux alentours de 200 et quelques km/h, parce que vous avez la friction de l'air sur vous qui vous empêche d'accélérer de façon éternelle. Donc, la position, ensuite on calcule cette position, donc c'est on prend la position précédente auquel on ajoute la vélocité qu'on vient de calculer, multipliée par la fraction de temps. Voilà, comme ça l'objet va se déplacer. Et ensuite, pour l'objet polygone, de la même manière, excusez-moi, avant ça, il y a la vélocité. On va ajuster la vélocité en fonction de la friction. Donc, on va prendre la friction, on va soustraire la friction, multiplier par la fraction temporelle, et on va multiplier ça par la vélocité. Ce qui va nous permettre de pouvoir ralentir l'objet au fur et à mesure du temps. Ce qui fait que si vous avez une friction qui est totale, à un moment donné, la vitesse va ralentir jusqu'à devenir 0. Mais si vous avez une friction qui est infinitésimale, vous allez très peu freiner au cours de la chute de l'objet. Si vous avez une friction qui est moyenne, vous allez vous retrouver un peu comme une sphère ou une bille qui tombe dans l'eau, qui va tomber très vite dans l'air et hop, qui va tomber beaucoup plus lentement dans l'eau. C'est exactement le même principe. Et ensuite, je calcule son angle, je prends l'oméga en nombre de radians par seconde, que je multiplie par la fraction temporelle et je l'ajoute à mon angle. Ce qui me permet donc de pouvoir la simuler physiquement, l'objet polygone, comment il se comporte. Et c'est là on va tomber sur l'objet ball, où on va faire à peu près le même genre de choses. Le ball update, on va faire exactement la même chose, puisque la balle, elle est soumise directement donc à la gravité, comme l'objet polygone. Donc je vais calculer sa nouvelle vélocité. La vélocité, j'ajoute à la vélocité courante la gravité fois la fraction de temps. La position, je vais ajouter la position, je vais lui ajouter la fraction de temps multipliée par la vélocité. Et la vélocité, pareil, je vais lui appliquer le coefficient de friction. Donc c'est 1 moins la friction fois la différence de temps entre deux images. Et directement, ça va obtenir sa vitesse et sa direction de sa nouvelle position. Après, on a la fonction collide, dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est celle-là qui va faire le travail de vérifier est-ce que la balle en elle-même, est-ce qu'elle est en train de rencontrer un segment. Dans le meilleur des cas, elle est à l'extérieur d'un segment, donc elle va continuer sa chute, ou en tout cas son rebond, sa direction, jusqu'à ce qu'elle rencontre un segment. Ce que je vais faire, à ce moment-là, c'est qu'on va prendre tous les segments ici, on va itérer sur tous les segments du polygone. Donc on va dire au polygone, donne-moi la liste de tous tes sommets, et on va itérer sur chacun des segments. C'est ce qui est fait ici dans doCollide. Et j'appelle la méthode process. Donc là, ce serait process collide pour ainsi dire. Process, je vais lui passer donc, si je reprends un petit peu mon illustration de tout à l'heure, le point A, le point B et le point C. Le point A, le point B, le point C, que l'on retrouve, point A ici, point B ici, point C ici. Et je vais lui passer le rayon ici de la sphère, le rayon de la balle. Donc première chose que je vais faire, je vais calculer les vecteurs qui correspondent à AB. Donc les vecteurs ici A, B. Voilà, A et B. Je vais calculer le vecteur AC. Voilà. Donc là c'est simple, c'est des soustractions très simples de position. Hein. Donc AB c'est B-A, AC c'est C-A. Voilà. Et je vais calculer donc le dot product
le produit scalaire, excusez-moi, donc de AB, virgule AB finalement, qui va me permettre de calculer le module au carré, donc le module qui est la norme du vecteur, le module au carré du segment AB. Donc AB au carré, c'est dot de AB, AB. Et ensuite, je vais vérifier une chose, c'est si AB au carré est différent de 0, je peux faire mon calcul. Si AB au carré, c'est 0, ça veut dire que finalement, les points sont l'un sur l'autre, et donc j'ai pas un segment, j'ai un point. Donc j'élimine ce cas particulier. Et donc je vais calculer le facteur T. Donc ce facteur T que je vais vous afficher ici, que je ne vous ai pas montré, ce facteur T, globalement, si je reprends, voilà, ici je vais avoir T. T, ça va correspondre à la proportion de la projection de C sur B. Donc c'est un facteur qui va être entre 0 et 1, et qui va me permettre de dire, je prends le segment AB, je multiplie par ce facteur T, ça me donne le point P ici. Très simplement. Donc ce que je fais, c'est que je calcule ce facteur T. Ce facteur T, donc c'est dot, donc le produit scalaire de AC et AB, et que je vais diviser par AB au carré, que j'ai calculé juste au-dessus. Et je vais éliminer les cas particuliers. C'est si ce facteur T est inférieur à 0 ou qu'il est supérieur à 1, ça veut dire que finalement le cercle est loin du segment, il est avant le segment ou après le segment, donc j'élimine ce cas particulier. Donc ce qui fait que ensuite, si le segment est bien compris entre 0 et 1, à ce moment-là, je vais calculer le segment donc PC, pardon. Donc je vous le remontre ici, le segment PC qui est ici. Donc c'est la projection du point P et je vais vers le centre de la balle. Et je vais calculer la longueur de ce segment auquel je rajoute un petit epsilon parce que si ce segment il est de 0, et comme derrière je fais une division, je ne peux pas faire division par 0, donc je rajoute le petit epsilon à un epsilon qui correspond à l'epsilon du float qui vaut 0,000000001 quelque chose. Voilà. Donc il y a Donrakis qui me dit, je me demande un truc, si ta machine est trop lente et qu'avec la vélocité actuelle entre deux images tu calcules, il s'est passé assez de temps pour que la balle passe de l'autre côté, ton code de collision fonctionne-t-il encore? C'est extrêmement intéressant comme question et tu as raison de la poser parce que si la machine est trop lente, je peux avoir un temps, par exemple, il peut s'écouler 700 millisecondes. Et je veux pas ça. Donc en fait, ce que je fais dans mon code de simulation, je reviens juste un petit peu en arrière, lorsque je calcule le delta time, donc le DT, donc entre deux images, donc je fais temps courant moins temps précédent que je divise par 1000 et je vais le clamper, donc le limiter entre 0 et 0,1, donc entre 0 et 100 millisecondes. Donc j'aurai jamais un décalage de plus de 100 millisecondes. Mais évidemment, tu as tout à fait raison, Donrakis, c'est-à-dire que si mon pas est beaucoup trop long, finalement mon facteur DT va être très grand et la balle risque de passer de l'autre côté du segment sans qu'il y ait de collision. Et ça arrive d'ailleurs même dans mon code actuel, dans certains cas, parce qu'on considère que le segment avec lequel on calcule la collision, c'est un segment parfait d'une épaisseur mathématique, on va dire, alors qu'il pourrait avoir une épaisseur physique. Et ça, je ne l'ai pas pris en compte dans mon code, mais peut-être que je ferai un update là-dessus. Donc si je reviens sur mes objets, donc une fois que j'ai calculé mes différents segments, et que je vérifie que la longueur du segment PC, donc du point P vers le centre de la balle, je vérifie finalement si ce segment il est inférieur au rayon de la balle ou pas. S'il est inférieur ou égal au rayon de la balle, ça veut dire que la balle touche le segment, et à ce moment-là, je vais calculer son rebond. Je vais calculer donc la normale du segment PC, je vais calculer la vélocité, je vais récupérer la vélocité de la balle, la vélocité du polygone. La vélocité du polygone, n'oublions pas que c'est une vitesse angulaire. Donc comme le polygone tourne, sa vitesse angulaire, elle correspond à la perpendiculaire du point P au niveau donc de cette position, multipliée par la vitesse angulaire, donc qui est proportionnelle entre le centre du polygone et le point P. Donc, si plus vous vous rapprochez du centre, en fait, comprenez comme ça, plus on se rapproche du centre d'un objet qui tourne, moins on va aller vite. Plus on s'éloigne du centre, plus on va aller vite. Donc, en fait, on récupère le point P, on calcule donc sa direction, si j'ose dire, donc la perpendiculaire à ce point P, et on le multiplie par la vitesse angulaire, ce qui nous donne une vitesse, une vélocité, on va dire, au niveau du polygone. Et ensuite, on va calculer la vélocité relative entre la balle et le polygone. Pour ça, il suffit de faire une soustraction du vecteur de la balle, de la vélocité de la balle, et du vecteur représentant la vélocité du polygone. Et ensuite, on effectue, encore une fois, un produit scalaire qui va nous permettre de dire est-ce que
j'ai vraiment un rebond à calculer, donc quelque part, donc entre cette vélocité et cette normale. Donc si la normale en fonction de son orientation de cette normale, je rappelle que la normale, ça correspond à la perpendiculaire à un point. Donc typiquement, la normale, là, au point P, cette normale, elle peut être dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Ça dépend comment on la prend. Et là, on me dit, Gilles Ligier qui me dit l'élasticité de la balle, tu n'en tiens pas compte. Non, j'ai pas inclus de facteur d'élasticité. J'ai codé tout ça entre avant-hier et hier. Pour autant, il faudrait que je mette un facteur d'élasticité de rebond de la balle pour être encore plus précis physiquement. Mais peut-être que je le rajouterai. Et donc, comme je le disais, j'étais à mon dot product. Donc, je calcule finalement mon produit scalaire et s'il est inférieur à 0, ça veut dire que j'ai un rebond à calculer. Je calcule la nouvelle vélocité en appelant la méthode reflect, puisque quand on va envoyer une balle dans une direction qui va toucher quelque chose, elle va repartir dans une direction qui est comme un miroir, une direction qui est opposée. Voilà, dans la même direction mais opposée. Donc je vais calculer la réflexion de la vélocité relative avec la normale et je vais ajouter la vélocité du polygone et je calcule une nouvelle position puisque potentiellement la balle elle était à cheval sur le segment. Donc si elle est à cheval, elle a un coefficient de pénétration, auquel cas je compense ce coefficient de pénétration directement de la balle sur le segment pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Voilà. Et donc là on se retrouve avec un code qui est relativement efficace et qui simule de façon relativement correcte, si j'ose dire, de la physique. Voilà. Donc évidemment là c'est une simulation qui est quand même relativement simple. Il faut que je compile ici, ça va être mieux pour vous montrer. Voilà, c'est une simulation qui est relativement simple. Évidemment, là, je ne fais que des calculs d'intersection entre un cercle et un segment, mais on pourrait avoir aussi des intersections sur des objets qui sont de nature très différente. Voilà. Donc, en tout cas, voici ce que ça donne au final comme résultat. Avec les limitations qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire aujourd'hui je ne calcule pas, je n'ai pas de taux de rebond, le taux d'élasticité, notamment on pourrait avoir un coefficient d'élasticité sur le segment et sur la balle qui permettrait d'avoir une simulation physique qui serait beaucoup plus réaliste. Alors évidemment, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que je peux déplacer en temps réel aussi le polygone. Et je peux déplacer la balle ici et la placer où je veux. Ce qui est intéressant, c'est que la balle, je peux la sortir totalement du polygone et la placer ici. Et au miracle, ça fonctionne quand même. Même parce que je ne calcule pas le fait que je sois à l'intérieur du polygone, mais je calcule et savoir si j'ai une intersection entre la balle et le polygone, peu importe où elle est. Ce qui va permettre de pouvoir faire un rebond qui va se produire correctement en fonction des paramètres de simulation. Donc là, je vais ralentir un peu la simulation. Voilà, et là je peux déplacer tout ça. Là, vous voyez, je suis allé très vite, ce qui fait que la balle est sortie. J'ai déplacé le polygone trop vite, la balle est sortie directement du polygone. Je peux le faire comme ça, hop, vous voyez. Donc là, quelque part, effectivement, il s'est passé trop de temps entre le moment où j'ai bougé le polygone et le moment où j'ai calculé la simulation suivante. Voilà. Donc si la Gilles me dit si la balle tombe hors du champ, que ça se passe comment, en fait elle va tomber indéfiniment avec son coefficient de friction. Voilà tout simplement ce qui se passe. Donc là on simule quelque chose. Alors je pourrais simuler en bas un sol avec un rebond de la balle sur le sol et des murs tout autour, évidemment. C'est quelque chose qu'on pourrait rajouter assez facilement. Donc là vous voyez, on peut calculer, simuler un peu ce qu'on veut, et la hauteur de la balle évidemment va changer le type de rebond. Voilà, vous voyez tout de suite, ça change tout à fait la simulation. Comme je vous le disais, j'ai aussi préparé une version en Wasm, donc avec Abstricton. J'ai modifié le code pour que ce soit compilable en Wasm et donc que ça puisse être exécuté directement dans le navigateur. Donc ça, j'ai le makefile qui va bien, makefile.wasm. Donc on va compiler tout ça. Voilà, c'est en train de compiler, ça prend un tout petit peu de temps. Alors, il y a la peau de la hausse qui me dit, en la faisant tomber au milieu en hauteur, tu pourrais la faire sauter indéfiniment sur chaque côté. Oui, on pourrait, c'est-à-dire que s'il y avait juste gravité, mais pas de friction, etc., on peut trouver les paramètres qui font que ça rebondit éternellement, évidemment. Voilà, donc là, je vais faire un make-serve, make-f,
serve. Donc là, je vais lancer le serveur Python HTTP intégré et je vais ouvrir mon petit lien qui va bien ici. Voilà, le temps que ça s'ouvre. Donc là, je me retrouve avec le HTML sur lequel je vais cliquer et ça va me charger directement dans le navigateur web la simulation avec laquelle vous allez pouvoir jouer de la même manière qu'avec la version SDL. Voilà, voilà, vous avez H pour vous rappeler qu'il y a une aide en ligne que vous pouvez utiliser. Voilà, donc voilà pour ça. Donc je sais pas, je sais pas si c'est quelque chose qui vous inspire, en tout cas qui permet de vous faire comprendre pour celles et ceux qui ne connaissent pas le système, comment ça fonctionne. Et dans les jeux vidéo, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a une boucle infinie sur laquelle on va prendre tous les objets, on va faire le calcul de la simulation physique. Donc on va regarder entre le temps de la précédente image et le temps courant de l'image courante, on va regarder le temps qui s'est écoulé, calculer une fraction temporelle et appliquer cette fraction temporelle à une simulation physique pour tous les objets dont nous avons besoin. Alors après, il y a des objets dans les jeux vidéo qui peuvent rentrer en collision les uns les autres, d'autres qui ne peuvent pas. Et l'idée, c'est d'identifier tous les objets qui peuvent rentrer en collision les uns les autres, éventuellement avec un type de forme de base, un cercle, un carré, etc. Et de pouvoir donc calculer les vecteurs et les transformations géométriques qui vont permettre d'avoir une simulation physique qui est relativement réelle en tenant compte de paramètres physiques tels que la gravité, la friction, etc. Voilà. Donc ça fonctionne exactement comme ça dans les jeux vidéo. Alors évidemment, il existe plein de moteurs physiques qui font plein de choses qui sont super intéressantes. Il y a des moteurs physiques qui savent gérer des carrés ou des cubes, hein, si on est dans l'espace, des carrés, des cercles, des plans, différents types d'objets géométriques, des cylindres, etc. Et de pouvoir calculer les intersections et les collisions entre les uns et les autres et d'avoir donc une boucle d'itération, puisqu'en fait, parfois, comme c'est des systèmes qui sont naturellement instables, d'avoir une boucle qui va permettre de calculer ces collisions jusqu'à un certain nombre d'itérations ou atteindre un état qui est relativement stable, auquel cas ça rend la main, et ensuite c'est le moteur de rendu qui va effectuer le rendu 2D ou 3D directement sur le canevas, comme je vous ai montré ici, et qui va permettre donc d'afficher votre monde totalement simulé. Voilà. Donc Philippe me dit WebAssembly c'est l'avenir, passer la hype de l'IA, on va en reparler. Tout à fait, WebAssembly c'est l'avenir et c'est tellement simple de pouvoir l'utiliser avec votre langage courant. Alors là c'est du C ou du C++, ça peut être du Rust, ça peut être du Go, etc. Vous pouvez faire des choses qui sont très intéressantes, sachant que en plus en WebAssembly il y a plein de bibliothèques qui sont portées. Je prends par exemple ici la SDL2, donc ça permet de faire des choses qui sont très intéressantes et performantes. Et encore une fois, sans trop se casser la tête avec du JavaScript, etc. Voilà. Voilà pour le sujet du jour. Alain Didieu qui me dit très bonne présentation, grand merci. Bah, merci à toi. Zig aussi, output en WebAssembly. Ouais, la plupart des langages, des chaînes de compilation modernes, même moins modernes hein, aujourd'hui, ont une target en WebAssembly. C'est quand même, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui puisque ça permet de faire donc des programmes qui sont plus complexes que ce qu'on viendrait faire la plupart du temps en TypeScript ou en JavaScript. Non pas que ce soit pas possible, mais que ça permet d'avoir potentiellement vu qu'on utilise des programmes qui sont des langages compilés, d'avoir des optimisations qui sont quand même beaucoup plus poussées que ce que ferait moteur JavaScript ou une compilation en TypeScript. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. Une fois de plus, je mettrai tous les liens dans la description du replay qui sera sur YouTube tout à l'heure. Les dépôts sont déjà à jour et disponibles, donc vous allez sur github.com/poncetto/bouncing-ball ou gitlab.com/poncetto/bouncing-ball, vous allez retrouver le code, vous pouvez le récupérer. Le readme est à jour, tout est exploitable, c'est sous licence GPL v2, donc vous en faites ce que vous voulez, et normalement le code est suffisamment modulaire et souple pour pouvoir le tweaker assez facilement. Donc vous voyez comme on n'a pas forcément besoin d'une IA pour faire ça. Alors peut-être qu'une IA permet d'aller beaucoup plus vite sur certaines choses, mais en termes de conception, par exemple de bonne conception orientée objet ou ce genre de choses, je pense qu'aujourd'hui les IA ne sont pas encore tout à fait au niveau là-dessus. En tout cas, ce qui m'a rassuré, c'est que je suis toujours capable de faire une simulation physique telle que celle-ci, en faisant appel à mes souvenirs de mathématiques du lycée. Voilà. Bah écoutez,
L'ami Titi Bobby ne stream pas aujourd'hui, donc on va pouvoir clôturer ce live tranquillement. Je vais vous laisser reprendre une activité normale. J'espère que vous avez kiffé le sujet. Moi, en tout cas, j'ai kiffé préparer ce sujet et vous le présenter aujourd'hui. Et puis, moi, je vais vous dire donc à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et puis, je vous fais des bisous. Bye bye!